Eh bien, bonsoir et bienvenue. Donc, ici aux Archives municipales que nous remercions pour nous accueillir. C'est pas la première fois qu'on organise des ateliers ou des restitutions du travail de grand ensemble autour des mémoires de la guerre d'indépendance algérienne. Et donc, ils nous accueillent à nouveau donc pour cet atelier sur les mémoires qui est un petit peu particulier, c'est-à-dire que ce soir, il ne s'agit pas d'entendre les témoins sur leur parcours, leur récit de la guerre d'indépendance, mais c'est plus de discuter ensemble, d'avoir un échange sur ces mémoires aujourd'hui, sur la plateforme que je vais très très rapidement présenter, d'essayer de s'interroger un petit peu sur le sens de ces mémoires qui sont rendues publiques, qui sont disponibles. Voilà, le sens que ça peut avoir aujourd'hui dans la société française en 2019. Alors, peut-être 2 mots sur la plateforme. Je ne vais pas la présenter de manière exhaustive parce que je pense que la plupart parmi vous, vous la connaissez. Donc, je vous rappelle juste cette plateforme Internet qui est disponible en ligne, une guerre, récit d'une rive à l'autre, donc qui est le résultat d'un travail qui a été entrepris par l'association Grand Ensemble depuis de longues années autour des mémoires de la guerre d'indépendance algérienne sur le territoire métropolitain, et puis plus particulièrement sur Lyon. Et donc cette plateforme propose d'accueillir un panel très large de récits de personnes qui ont vécu d'une manière ou d'une autre la guerre d'indépendance. Donc c'est un travail qui a commencé il y a plusieurs années, donc il y a plusieurs formes de restitution de ces récits. Donc des entretiens audio. Alors je précise bien sûr que ce travail a été dirigé, mené par Béatrice Dubel, donc tout le monde ici connaît bien, donc avec un comité scientifique. Et donc au départ, ce travail, la mise en valeur de ces témoignages, c'était d'abord des récits audio qui avaient été réalisés pour l'exposition Récits d'engagement qui avait eu lieu en, je sais plus, 2011, 2012, au RISE et ici même aux Archives municipales. Donc ici, vous avez un certain nombre d'entretiens audio qui ont été réalisés déjà il y a plusieurs années, et puis des récits aussi audio qui sont beaucoup plus récents, qui datent 1 an, 2 ans. Donc on retrouve ici sur la plateforme, et puis d'autres récits qui sont alors quand on a voilà ici des photos de Zakia, je vais vous présenter tout à l'heure. Donc des photos plus récentes, donc de témoins, de personnes qui ont témoigné devant des classes de première ou de terminale, de lycées généraux, de lycées techniques et professionnels. Donc voilà, il y a plusieurs formes de restitution. Et l'ambition de cette plateforme, que nous espérons avoir réussi, en partie, on en est quand même plutôt content et contente et plutôt fiers, c'était de mettre ensemble tous ces récits, des récits qui sont très variés et qui donnent à voir une expérience particulière, singulière, et en même temps qui peut être universelle de cette guerre. Donc il y a plusieurs types de témoins qui sont sur cette plateforme. Alors tout d'abord, il n'y a pas d'ordre, voilà, je le dis un peu en vrac, des anciens appelés de la guerre, des anciens appelés ou des personnes qui ont refusé, qui étaient appelées, qui ont refusé de partir. Il y a des porteuses de valises, donc des Français, alors des Lyonnais, des Lyonnaises qui ont soutenu le FLN sur le territoire métropolitain. Il y a des avocats qui se sont engagés dans la défense des indépendantistes. Il y a des militants du FLN qui étaient à Lyon pendant la guerre. Il y a des pieds noirs, des rapatriés de la guerre d'Algérie. Il y a, donc là c'est des témoignages qui ont été plus récents de personnes de la communauté harki. On a fait plusieurs ateliers autour de cette question. Il y a également des témoins qui n'ont pas été directement touchés par la guerre, si ce n'est par leurs parents. Donc la deuxième génération, donc les enfants de personnes qui
étaient en Algérie à ce moment-là, et puis très indirectement, parce qu'ils sont pas là et elles sont pas là, les troisième ou quatrième générations qui sont partie prenante aussi de cette plateforme, puisqu'ils ont construit avec des professeurs des entretiens, donc avec un certain nombre de témoins. Et donc ce qu'on a voulu faire ce soir, c'était rassembler des témoins, donc des personnes qui sont interviewées sur la plateforme, pour discuter ensemble donc sur leur expérience de témoignage, qu'est-ce que ça produit dans leur vie, de témoigner à un moment donné, quel sens ils donnent à ce témoignage au moment où ils ont témoigné, et quels effets aussi a eu ce témoignage par la suite. Il y a des témoignages qui ont déjà maintenant quelques années, donc il y a déjà un certain recul. Alors, je vais présenter les témoins rapidement pour que vous connaissiez. Alors, bon, il y en a qui se connaissent aussi parce que voilà, il y a une pratique aussi de la plateforme et d'aller écouter les témoignages des autres. Donc, je voudrais présenter Alain Larchier. Voilà, tout au bout. Donc, Alain Larchier qui faisait partie du groupe de l'action civique non violente, à Grenoble. C'était donc on avait quitté Lyon, donc c'était plutôt ici à Grenoble. Et donc, Alain Larchier, vous avez refusé de faire votre service militaire et vous êtes soutenu par l'action civique non violente. Vous êtes arrêté, emprisonné à Montluc. Vous passez quelque temps à Montluc et vous retrouvez la liberté à la fin de la guerre, mais vous attendez 66 pour avoir une amnistie. Voilà. Donc Alain Larchier. Donc nous devions avoir Monsieur Saad Troudi. Alors peut-être qu'il va arriver, je sais pas. Qui était un ancien militant du FLN ici à Lyon. Donc maintenant Monsieur Rémi-Pierre Goutenoir. Ici, ancien appelé. Donc vous avez fait votre service militaire en Algérie à la fin du conflit et vous étiez sergent dans un commando composé de harkis. Et donc vous racontez cette expérience dans la plateforme, dans l'entretien. Nous devions accueillir Zaya Akardjadjoud et qui va peut-être arriver. Donc deuxième génération, fille d'un engagé algérien dans l'armée française. Louis Rossetti, qui devait être présent également, mais donc également ancien appelé. Zakia Rezig, donc vous représentez la deuxième génération. Donc vous témoignez sur la plateforme en tant qu'enfant et jeune de ce que le parcours de vos parents pendant la guerre a provoqué sur votre famille, sur vous. Donc là c'est le témoignage de deuxième génération. Et puis enfin André Montagne, ici au milieu, donc ancien appelé également. Donc vous êtes de la région lyonnaise, comme Monsieur Goutenoir également. Donc vous partez en 57 en Algérie pour faire votre service militaire. 27 mois passé en Algérie et donc vous avez raconté votre expérience dans une classe avec Madame Rambaud. Donc Madame Rambaud et Arthur Grosjean, donc son professeur d'histoire-géographie, donc en lycée, donc à Alexis Carrel, et puis Arthur, quand tu as fait les entretiens, c'était au lycée de la Plaine de l'Ain, et donc Arthur, Madame Rambaud vont nous parler plus de leur expérience, leur travail auprès donc des élèves, donc troisième, quatrième génération, voilà, on en est. Donc on a un petit peu toutes les générations ici représentées. Je pense qu'il y a Madame, j'ai pas retenu votre nom, vous êtes CPE. Voilà, documentaliste au lycée. Voilà, au lycée Branly. Donc voilà, je pense que vous avez travaillé aussi sur cette question. Donc l'idée, c'était d'avoir un échange
avec vous, que vous puissiez nous parler de cette expérience du témoignage. Donc il ne faut pas hésiter, bien sûr, à avoir des échanges avec la salle. Je vais essayer de faire circuler, il y a plusieurs micros. Donc voilà, c'est un échange assez libre. Hein. On n'avait pas vraiment de programme. On a juste quelques questions en fait à vous poser. Donc je sais pas. Qui va prendre la parole. Mais la première question qu'on voulait vous poser, c'est donc peut-être rappeler à chaque fois quand est-ce que vous avez témoigné, hein, quand est-ce que vous avez témoigné, dans quel contexte, et nous expliquer pourquoi vous avez accepté de témoigner. Hein, quel sens le témoignage que vous pouviez apporter sur votre expérience de la guerre d'indépendance vous donniez à ce moment-là, au moment où vous avez décidé de témoigner. Donc je ne sais pas qui veut commencer. Allez, c'est parti. Oui, mais qu'est-ce que vous avez dit comme truc? Pourquoi avez-vous témoigné? Pourquoi vous jugez-vous nécessaire? J'ai témoigné parce que c'est des mômes qui voulaient connaître la guerre d'Algérie. Et cette guerre d'Algérie, on n'en parle plus depuis 40 ans. Donc nous, on est partis... plus personne n'en parle nulle part. On a eu quand même plus de 20 000 morts, les appelés. Des merdeux de 20 ans, c'est quand même épouvantable. Et on était formés en France, on ne savait même pas que ça existait, ce pays en plus. Donc ils nous donnaient un petit carnet où ils expliquaient ce que c'était toute l'Afrique du Nord et l'Algérie, voilà. Et puis sur place, c'était la grande surprise parce que il y avait tous ces révoltés qui se sont mis à bouger. Moi, j'ai été avec des harkis. Et ces harkis, ils avaient quitté le FLN. La moitié arrivait de... J'avais 47 harkis. Hein. La moitié arrivait de Tunisie et la moitié arrivait du Maroc. Alors que ces deux pays étaient sous l'emprise de la France, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a pu laisser faire pour que ça se monte comme ça? Il y a quoi de se poser des questions, des moments. Bon. Et puis c'est Harki qui avait fait avec moi un tas de choses. Bon. Et puis à la fin de l'Algérie, c'était 2 mois avant l'indépendance, ils m'ont fait, l'armée m'a fait reprendre. On était dans un village séparé de tout le reste de l'armée, et on était rattachés uniquement par téléphone. Et l'armée m'a envoyé un message un jour comme quoi il fallait que je récupère les fusils qu'ils avaient. Et comme ils avaient confiance en moi, ils m'ont confié leurs flingues que j'ai attachées à mon lit pendant 15 jours. On était dans un petit village, hein, j'étais dans une mèche-top aussi. Et avec leurs enfants et tout, ça faisait 131 personnes quand même, c'était pas rien. Hein. Un village totalement indépendant. Et puis, un beau jour, ils sont venus chercher les fusils de mes harkis. Et après, ils m'ont envoyé 2 camions pour récupérer les harkis. Ils les ont emmenés dans un camp à côté d'Alger. Et là, ils les ont licenciés. Voilà. En leur payant 1 mois ou 2, des conneries. Hein. Et puis, qu'est-ce que le musulman est un peu fataliste. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont retournés dans leur village. Hein. Moi, ils m'ont viré, ils m'ont mis dans un régiment à Alger. Là, c'était du côté de Palestro, j'étais. Et puis, ils m'ont mis dans un régiment à Alger où j'ai fini mon service militaire, voilà. Et puis, je vais vous dire quand même quelque chose. Je suis venu avec mon grand frère, qui a 50 plus que moi, qui a fait le début de la guerre. C'est le monsieur qui est là. Et qui a eu 19 morts parmi ses copains. C'est quand même pas rien. Chasseur alpin, il était. Et il avait commencé en Tunisie. Et ils ont passé la frontière, les chasseurs alpins. Et après, ils ont monté la barrière électrique qui nous séparait théoriquement de la Tunisie, voilà. C'était fou, hein. Et là, 28 mois d'armée dans tout ça. Hein. Plus les maladies, lui, il a été couvert par le paludisme, donc il a touché une retraite là-dessus et tout. C'est une folie. Et plus personne ne nous a jamais parlé de rien. Moi, quand je suis rentré en France, mon père nous a dit « Non, t'as rien à dire, c'était pas une guerre. » Ah bon, donc j'ai fermé ma gueule.
Parce que lui était parti en 1939, donc ça n'avait rien à voir. Voilà. Donc quand vous avez témoigné, donc vous avez... Dans un lycée, les jeunes m'ont posé beaucoup de questions, c'était sympa tout plein, et ça m'a fait plaisir de reparler un petit peu de ça, c'est quand même l'histoire de la France et de toute une génération. Là. Ah non, une génération, enfin toute une génération. Ouais. Et le pays a dû quand même souffrir, il y en a qui sont rentrés malades, il y en a, et puis les cerveaux, ils ne suivaient pas complètement tout. Moi, j'ai été paumé pendant une dizaine d'années, c'était épouvantable. Puis d'avoir perdu mes harkis, ça m'avait complètement perturbé. Donc, quand j'étais en métropole, je ne sais plus où j'étais. Voilà. Bon. Et bien ça, c'est 28 mois d'armée. Merci, la France. Alors, je vais quand même vous raconter un truc. J'ai un arrière-arrière-grand-père qui a un papier signé Millerand, c'est-à-dire c'était après Napoléon III, parce qu'il avait fait la guerre de 70. Il est parti en 39. Et moi, le France, Algérie. Et mon fils n'a pas fait d'armée, j'ai bu le champagne. Ça va? C'est pareil. Là, je pense que ça va marcher. En fait. Oui, j'ai fait 28 mois d'armée, mais j'ai eu la chance de passer 14 mois en Allemagne. Mais c'est là, en Allemagne, où j'ai connu les tirailleurs algériens. C'est les premiers Algériens que je voyais. Mais dans une caserne à Landau. Et c'était très très compliqué parce que Landau, il y avait une compagnie d'Européens, que l'on disait, dont moi. Il y avait une compagnie, c'était des Algériens qui s'engageaient parce qu'ils avaient peur du FLN. Et puis il y avait des Algériens qui étaient insoumis. Et tout ça dans la même caserne. Il y avait des bagarres sans arrêt. C'était vraiment la pagaille. Et je ne connaissais pas du tout ce qui se passait en Algérie. Et il y a des jours, le temps me durait d'y aller parce que j'en avais marre de cette caserne. Et j'étais caporal, sans aucune instruction. J'étais caporal et il me fallait commander, je crois, j'en avais une vingtaine d'Algériens sous mes ordres. Et je couchais avec eux. J'étais le seul Européen avec eux. Vraiment, j'étais pas bien. Et je suis parti là-bas innocent. J'étais pas comme monsieur. Je suis parti parce qu'il fallait faire mon service militaire. Jamais j'aurais pensé déserter. C'était pas le moment. Et bon, là-bas, il s'est passé des tas de choses, plus ou moins drôles. J'ai eu la chance, je m'en suis sorti. Quand je suis revenu, j'ai repris mon travail à la ferme paternelle. Pour mon père, j'étais encore un petit garçon. Pour les voisins, c'était pareil, on était des gamins encore, on n'avait pas droit à la parole dans le village. Malgré ce qu'on avait fait, les responsabilités qu'on nous avait données et qu'on a assumées comme on a pu. Donc tout ça, ça bouillait un peu. De temps en temps, je me révoltais avec mon père, avec les voisins. Et puis, même avec les gars qui avaient fait l'Algérie, on n'était pas tous sur la même longueur d'onde. Chacun a fait sa guerre, chacun... Donc tout ça, ça met
des fois les nerfs à vif. Et puis, le temps a passé, je me suis marié un 4 juillet, donc la veille de l'indépendance d'Algérie. Mais pour moi, l'Algérie, c'était fini, on n'en parlait plus, à part quand il y avait des petits événements où qu'on se disputait ou qu'on n'était pas d'accord sur certains points, ça revenait. Mais c'est fini, je ne voulais plus en entendre parler. Et puis, le cours des choses m'a rattrapé. On était abonné à Témoignages chrétiens. Et un certain jour, il y a un écrivain suisse que l'on appelle Jean Ziegler. Heureusement que j'ai mon épouse parce que la mémoire flanche. Jean Ziegler qui parlait de l'Algérie, d'un reportage sur l'Algérie, et il parlait des événements de Sétif où il y avait eu des milliers de morts, des centaines de milliers de morts, et puis il parlait de Madagascar aussi, tout ça. Et moi j'ai fait des gros yeux. J'ai dit, j'étais à l'école, j'ai jamais entendu parler de Sétif. Je suis allé en Algérie, j'ai jamais entendu parler de Sétif. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. J'ai dit, ce gars-là, il fabule ou il ment, je ne sais pas. On lui a écrit, on a écrit à l'éditeur. Et par ce biais, on a eu Jean Ziegler qui nous a dit, voilà, nous a donné des titres de livres où on pouvait se renseigner. Et c'est là que j'ai découvert l'Algérie. J'ai été découvrir qu'on m'a envoyé taper sur des gens, tuer des gens qui demandaient simplement leur indépendance, qui avaient faim. Voilà. Et c'est là, donc ça c'était dans les années 74, 75. Et c'est là que l'Algérie m'a rattrapé. Et depuis, je ne suis pas resté tranquille. J'ai brassé, je voulais écrire, je voulais faire un montage, je voulais classer des photos, j'y arrivais pas, je voulais faire des tas de choses, j'y arrivais pas. Et jusqu'en 2012, où un collègue qui se trouvait veuf depuis peu de temps, avec qui on se baladait souvent, on faisait nos balades hebdomadaires, on en a parlé, et il avait du matériel, et ce gars-là n'avait pas fait l'Algérie, il était plus jeune que moi, et il n'avait même pas fait de service militaire, il ne savait pas pourquoi, il connaissait rien à l'armée, et il aimait bien filmer. Il m'a dit, moi je te fais un film si tu veux, ça m'intéresse, pour beaucoup de raisons, et on est parti. On a fait une vidéo de 2 heures, et voilà. Mais c'était pour nous, c'était pour notre fils, on ne voulait pas la diffuser. Et puis malgré tout, ça s'est dit. Et puis on l'a un petit peu diffusé. Et puis je suis rentré dans un groupe à Saint-Symphorien-sur-Coise qui m'a demandé de le voir. Et puis ça s'est dit. Et puis je crois que c'est M. Pupier de Saint-Martin, Saint-Symphorien qui vous a contacté ou inversement, non? Ou enfin bon, je sais pas comment un jour vous m'avez téléphoné si je voulais parler de l'Algérie. J'avais déjà été dans une classe une fois pour parler de l'apport. Oui, c'était pour parler de l'apport. Et j'avais apprécié quand même. Mais là, vous m'aviez dit, vous venez, vous verrez, vous questionneront. Vous n'avez même pas voulu me dire de quoi on parlerait. Il fallait que je sois tout neuf, si je me souviens bien. C'était 4 jours avant. Bon, pendant ces 4 jours, j'étais pas très fier. Et puis je suis venu, et ma foi, ça s'est très très bien passé. J'en garde un souvenir formidable. Ces filles ont été vraiment sympathiques, curieuses. C'était vraiment... et je pense que elles m'ont libéré. Ça m'a fait vraiment du bien. Je suis très très content. Vraiment, je suis content. Voilà. Alors, je suis encore plus content 2 ans après, parce que avec mon épouse, un autre ancien d'Algérie avec sa femme
et puis un autre gars qui n'a pas fait l'Algérie, mais qui est très intéressé. On est partis tous les 5 en Algérie au mois de mai 2018. On a atterri à Alger. On a visité Alger. On avait un chauffeur, on avait un guide et un apprenti guide avec nous dans un petit camion. Donc, on avait 3 gars pour nous faire visiter l'Algérie. Et ils m'ont consacré une journée complète pour aller dans le village où j'étais. J'ai revu des choses avec émotion. J'ai revu beaucoup de choses. Et c'est une... À côté de Bougie, en Kabylie, à Oued Amizour, dans un petit village, qui aujourd'hui est immense, avec des écoles, avec des lycées, avec Oued Amizour. Voilà. Et le gâteau sur la cerise, j'ai vu la ferme où j'étais, j'ai rencontré des gens qui ont connu des gens avec qui j'étais. Et puis, on avait toujours des gendarmes avec nous. Enfin, la police ou les gendarmes, soi-disant que c'était pour notre bien personnel. Et puis, tout un jour, le jour où on est allé dans le coin que je connaissais, je n'ai rien demandé, sinon je voulais voir quelques points où ils m'ont emmené. Et puis après, ils nous ont emmenés dans la montagne et on s'est arrêté vers un monument aux morts. Sur ce monument aux morts, qui était bien repeint, très joli, qui était entouré de barrières, je me suis approché. Il y avait 17 gars du même nom de famille, eux qui s'appelaient, mais je ne me rappelle plus. Et on était en train de regarder ça, parce que 17 personnes du même nom, avec toutes les dates de décès. On était en train de regarder ça. Il arrivait des gens, il arrivait des jeunes avec leurs babas qui nous photographiaient, tout ça. Il arrivait beaucoup de gens. Et puis ils sont partis chercher des gâteaux, ils sont partis chercher des oranges, ils sont partis chercher à boire. Et là, ils ont parlé. Il y a un gars qui m'a dit oh là là, les parachutistes, ils sont venus, ils ont tout emporté, ils ont tout cassé. Et moi, j'étais dans un contexte là, j'ai cru que c'était moi, pourtant je n'étais pas parachutiste, mais j'étais dans un contexte très très émouvant, et j'avais fait la même chose. Et à peu près dans ce coin-là, j'ai cru que c'était là. C'était pas là, puisque c'était pas le même cas, mais j'ai cru que j'étais perdu. Et j'ai dit, c'est pas possible, c'est moi qui ai fait ça. J'étais complètement... Et le gars, il est venu m'embrasser, il m'a tenu par les épaules, il m'a dit, mais c'est la guerre. Voiture, moi, j'ai plus de dents, ils m'ont tabassé, j'ai plus de dents. Mais tu faisais ton boulot, moi, je faisais mon boulot. C'était la guerre. Ils nous ont apporté, ils nous ont à boire, à manger. C'était une ambiance extraordinaire. Extraordinaire. On a été reçus comme des rois de partout. Il faut y aller, il faut être accueilli. Donc ça me confortait dans ce que j'avais fait, dans essayer de se regrouper. Et puis je suis très heureux. Après j'ai été demandé dans les écoles de parler aux enfants, de leur parler de ce qu'on a fait et je les mets en garde. Je ne sais pas si c'est mon rôle, mais moi je le prends. De se méfier parce qu'ils peuvent faire pareil. Ils peuvent être coincés comme nous on a été fait, malgré qu'ils ont plus d'éducation. Voilà, je pense que ça suffit. À l'aéroport, ça s'est passé comment? À l'aéroport? Oui, à l'aéroport, quand vous êtes arrivé à Alger. On était attendus. Vous étiez attendu, Oui. vous aviez des visas? Oui, bien sûr. Oui. Et on n'était que nous, de Français, donc on n'a pas attendu beaucoup à Alger, parce que comme le guide, je sais pas qui, a fait les démarches assez vite. Alors, à l'aéroport, ça s'est bien passé? Très. On ne vous a pas gardé? D'accord, donc c'était bien préparé. Alors qu'au retour à Lyon, il y a un contrôle pour les Français qui arrivent. Mais ce jour-là, il n'y avait personne.
Donc on a fait le chicane, ça a duré. Merci. Ça fait partie du... Bonsoir, donc moi je suis Zakia. Mes parents donc sont algériens. Et alors pourquoi l'Algérie? Parce que l'Algérie c'est le pays de mes parents et moi je suis née en France. Et si vous voulez, nos parents nous ont toujours parlé de la guerre d'Algérie depuis que nous sommes tout petits, parce que nous sommes une grande fratrie. Et puis moi, comment dire ça, j'ai toujours été, je m'interrogeais toujours sur ce pays qui est l'Algérie, qui est le pays de mes parents. Et j'étais toujours passionnée par les lectures de divers écrivains algériens, de cette guerre justement, et de la poésie aussi algérienne qui existe malgré tout. Et puis j'ai toujours cherché à comprendre, à fouiner ce qui est l'Algérie. Et puis donc un jour, j'ai décidé quand même de questionner un peu mes parents, surtout mon père, parce que je suis assez proche de mon papa et de ma mère aussi, mais beaucoup plus de mon papa. Et nous avons commencé un petit peu à parler de cette guerre. Donc c'était un peu difficile aussi pour mon papa d'évoquer cette guerre. Et puis donc c'était des moments comme ça de vie depuis l'âge de 15 ans jusqu'à aujourd'hui. Et à évoquer des moments de cette guerre qu'ils ont passé là-bas et qui étaient assez très difficiles, des conditions atroces, je dirais, puisque après, avec le temps, ma mère nous a quand même dévoilé des choses, ce qu'ont fait l'armée française là-bas, dans des villages. Mon père aussi, qui a quand même raconté beaucoup de choses de cette guerre dont il a beaucoup souffert, puisqu'aujourd'hui même, il y a même 15 jours, par exemple, on reparlait encore de cette guerre, et il a toujours les larmes aux yeux, il en pleure même souvent, et parce que j'ai l'impression qu'en fait, malgré tout, je pense que dans la mémoire de mes parents, entre la France et l'Algérie, c'est un peu ce que dit mon papa, c'est un anneau en fait qui n'est jamais vraiment fermé et qui restera à jamais. Alors moi j'ai l'occasion d'y aller très souvent en Algérie, et je vais un peu sur les traces de mes parents, là où ils ont grandi, là où ils se sont mariés, là où ils ont vécu à travailler chez les colons, dans les fermes. Et je peux vous avouer que c'est assez émouvant, puisque même parfois on me raconte que là il y a eu des bombardements, il y a eu des gens qui ont fui, voilà. Et alors il faut que j'aille justement chercher et à questionner les gens, parce que de fait il faut du temps, pour que les gens puissent parler, parce que les langues elles se dénouent pas si facilement comme ça. Mais j'ai réussi, donc j'ai pu écrire des choses, photographier des lieux de l'Algérie, et qui, pour moi, m'évoquent des moments inoubliables quand même, parce que c'est quand même le pays de mes parents. Et j'y vais chaque année, et je cherche, je fouine, et je trouve que c'est un pays qui est de toute beauté, quoi, vraiment de toute beauté, et qui est assez bouleversant malgré les récits et de cette guerre qui restera jamais gravée dans la mémoire des Algériens, puisque même aujourd'hui, moi qui suis française et qui va en Algérie, puisque même si j'ai la double nationalité algérienne, il y a des Algériens quand même qui sont pas très cool avec moi quand même, qui sur les marchés notamment, qui quand je regarde comme ça les fruits, on me dit toi tu viens de France, tu as la mentalité des Français parce que tu... Je dis mais voilà, c'est des moments comme ça que je vis au quotidien en Algérie, mais pas que, voilà. Et puis une parenthèse aussi, où je suis allée un petit peu sur les
les traces d'Albert Camus à Tipaza. Et là, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré parce que je ne sais pas si vous connaissez L'étranger d'Albert Camus. Et franchement, et Les Noces aussi, Les Noces. Et vraiment, c'est resté tel que. Et les odeurs dont il évoque justement dans son livre. Et j'ai pris mon papa et nous sommes allés à Tipaza et je lui ai raconté un peu l'histoire où Camus était avec sa famille, où il pique-niquait, et on retrouve exactement les lieux, les chemins et ces grandes rives de cette mer qui est magnifique, quoi. Magnifique avec des tombeaux romains qui sont encore là. Et voilà, donc si vous avez l'occasion d'aller en Algérie, c'est là-bas qu'il faut aller, entre autres à Tipaza. Voilà, mais et je continue à aller en Algérie, je continue à écrire des choses sur ce qu'on me raconte sur la guerre d'Algérie, les Algériens et les Algériennes, parce qu'il faut savoir aussi que les femmes ont beaucoup participé à cette guerre, elles ont énormément souffert. Et moi, j'ai des souvenirs de ma mère qui racontait qu'elle avait une seule robe, et qu'il fallait la laver la journée pour pouvoir la remettre le lendemain, et fuir aussi les bombardements. Et il n'y avait pas beaucoup à manger. C'est vrai que là, c'était toujours assez émouvant. Bon, c'est vrai que là, maintenant, j'ai pris un peu de recul sur l'émotion, mais c'est toujours très intéressant et riche pour moi en tout cas. Voilà. Merci. Monsieur Larchier, pourquoi avoir témoigné ? Oui, alors moi, de l'Algérie, je n'en connais rien du tout. Mais j'étais parfaitement au courant de ce qui s'y passait, parce que j'étais étudiant à l'époque, et quand on voulait savoir, on savait. Les Français qui disaient on ne savait pas, c'est pas vrai, on pouvait tout savoir. Et les principaux témoignages que j'ai eus, c'était parmi des copains d'école qui avaient un frère en Algérie. Et ils me racontaient, en rigolant, que leur frère s'amusait à jouer au téléphone avec les Arabes, c'est-à-dire tourner la magnéto. Et ça les faisait rire. Et moi, ça m'épouvantait, cette chose-là, qu'on puisse avoir un déni de l'humain poussé à ce point-là. Et c'est ce qui m'a révolté, qui m'a poussé à refuser de partir. Et j'ai aussi eu d'autres témoignages, parce que j'étais enfermé à Montluc et je suis tombé malade. Et comme il n'y avait pas d'hôpital ou d'infirmerie, on m'a envoyé à Desgenettes. Et vous savez, comme j'étais soi-disant quelqu'un qui pouvait s'évader, on m'a enfermé avec les fous, si on peut dire. En fait, c'était tous les pauvres militaires ramenés d'Algérie qui étaient en plein dérangement du cerveau, quoi. Ils étaient devenus des zombies, ils avaient un comportement tout à fait anormal, et il y en a qui sont restés handicapés à vie. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais des jeunes appelés qui sont devenus complètement cinglés après cette guerre, j'en ai rencontré. Et ça m'avait profondément marqué aussi. Et puis quand j'ai été libéré à la fin de la guerre, j'ai passé mon temps à rechercher tout ce qu'on a pu écrire sur la guerre. Et il y a des dizaines et des dizaines de témoignages qu'on peut tous relire maintenant, en particulier d'appelés qui ont déserté pendant la guerre d'Algérie, qui se sont enfuis, qui ont été condamnés à mort par contumace et qui ont été évidemment amnistiés à la fin de la guerre. Et ce sont des témoignages bouleversants. J'ai lu le livre d'Alleg, La Question aussi, comment on pouvait se conduire vis-à-vis des Français qui étaient favorables à l'Algérie. Il y a eu l'affaire Audin aussi qui m'avait bouleversé. Et tout ça, ça m'a énormément travaillé au point que depuis que je suis à la retraite, là, je suis devenu écrivain, j'ai écrit pas mal de bouquins, et j'ai écrit un livre à propos de la guerre d'Algérie, à propos de tout ce que j'avais appris par l'extérieur, et il y a toute une partie du livre qui traite du cas d'un appelé qui est parti en croyant avec un idéal vraiment très très poussé, très fondé, de défendre la France.
et qui en est mort et dans des circonstances absolument épouvantables. Donc tout ça, je l'ai appris par tous les témoignages que l'on peut trouver, et je crois que j'ai écumé une bonne centaine de livres sur la guerre d'Algérie. Alors actuellement, je fais partie de l'association des réfractaires à la guerre d'Algérie qui existe encore. On a été une trentaine d'objecteurs de conscience à peu près. Et sur les 30, il doit en rester 12 ou 13 de survivants. Et on se réunit une fois par an, un peu comme aujourd'hui, pour témoigner de ce qu'on a vécu et surtout ce qu'on pourrait faire au niveau de la mémoire pour que tout ça ne s'oublie pas. Donc peut-être juste une question par rapport à ce que vous venez de dire. Et donc, voilà, vous êtes engagé ou pas, toujours aujourd'hui, après le témoignage que vous avez donné pour Grand Ensemble, dans une transmission, dans un travail de transmission de cette mémoire. Monsieur Montagne, apparemment oui, vous continuez à témoigner. Oui, je continue à aller dans des lycées. Sur les monts du Lyonnais, mais pas dans ma région, pas chez moi. Est-ce qu'on vous le demande pas ou... Non. Non. J'avais oublié aussi de dire que j'avais aussi participé justement à un lycée à Ambérieu. Catherine on s'est rencontrés, eh bien justement c'était un soir à la bibliothèque de la Pardieu. Donc il y avait des élèves qui étaient là et qui c'était justement au sujet de la guerre d'Algérie. Donc il y avait des élèves d'un collège, je ne me souviens plus le nom. Et ensuite il y avait une rencontre avec les gens où on pouvait discuter. Et là j'ai rencontré Catherine, on a discuté. Et elle m'a proposé justement si je voulais intervenir dans un lycée en Ambérieu avec des terminales. Et là-bas justement où on voit la vidéo sur Internet, avec les élèves, avec des questions qui étaient assez pertinentes d'ailleurs. C'était j'étais assez émue, oui d'ailleurs, hein, de ce moment que j'avais partagé avec ces élèves. Et Monsieur Larchier, peut-être que vous pouvez nous dire deux mots de justement cette association d'anciens réfractaires. Vous souhaitez transmettre voilà, la mémoire des réfractaires. Comment ça se passe? Bien, déjà, on a fait une espèce de collecte d'archives qui ont été déposées à Paris. Là, il y a un organisme qui s'en occupe, de façon à ce que toute cette mémoire ne soit pas perdue à la disparition du groupe. Il existe un site sur Internet qui s'appelle Réfractaires à la guerre d'Algérie de 58 à 62, je crois. Et là, vous pouvez avoir tous les témoignages des objecteurs tout au long de la guerre. Et ça, il venait de tous les horizons. Le président actuel était un ancien engagé au départ et qui a rendu son uniforme quand il a vu ce qui se passait. Donc il y a des chrétiens, il y a des athées, il y a des anarchistes, il y a un peu de tout là-dedans. Mais on avait tous un point commun, on refusait ce massacre complètement aberrant en Algérie. Donc, si vous voulez des renseignements sur cette association, allez sur Internet, le site est très bien fait et vous aurez une foule de documents. C'est réfractaire, ancien appelé les réfractaires à la guerre d'Algérie de 59 à 62, je crois, un truc comme ça. Mais si vous tapez réfractaire sur Google, vous tombez dessus. Alors mon livre, celui qui parle de la guerre d'Algérie s'appelle Overflow. C'est l'histoire je vous l'ai dit, d'un appelé qui meurt en Algérie et que sa fille finit par découvrir parce qu'elle n'avait jamais connu son père, pratiquement. On le trouve, il doit être à la FNAC, normalement. S'ils ne l'ont pas en rayon, il faut le demander. Attendez... c'était l'édition des Traboules. Oui. De toute
toute façon, moi j'en possède encore une certaine quantité, mais vous pouvez le trouver sur Internet sans problème. Il est sur chapitre.com, il est sur la FNAC, il est sur 2 sites à Lyon si vous voulez le trouver. Donc c'est assez facile de se procurer. Overflow, c'est un jeu de mots sur l'informatique. C'est OVER comme OVER. Et puis Flo, c'est FLO, c'est le prénom de l'héroïne. Florence. Quand j'entends monsieur, ça me fait encore mal. Parce que vous dites qu'on pouvait savoir. Mais jamais j'aurais pensé, moi, je suis parti à l'armée, je dis, comme un mouton. Et je n'avais aucun esprit critique. Non, il fallait partir, je partais. Avec aucune instruction, j'avais mon certificat d'études, une bonne dose de religion où c'était le bien et le mal. Donc là-bas, on nous avait dit que c'était le mal. Il n'y avait pas de problème, moi j'avais aucune conscience. Et maintenant, de témoigner, il semble que ça me remet un peu à flot. Je dis des choses que j'étais incapable de concevoir lorsque je suis parti. Si vous voulez, ça me pardonne un peu, je ne sais pas si le terme est bon, mais j'étais vraiment ignorant. À vrai dire, je n'ai eu aucun mérite à être informé parce que j'étais étudiant à l'époque et la faculté était en ébullition pendant la guerre d'Algérie. Et par ce milieu-là, on savait tout. Justement, peut-être rebondir un petit peu sur cet échange, c'est-à-dire que votre témoignage, qui est différent, mais il y a encore une plus grande diversité sur la plateforme. Est-ce qu'on pourra avoir votre sentiment sur le fait, voilà, d'exposer votre témoignage, votre expérience de réfractaire, votre expérience d'appelé, qui soit mis à côté avec des récits de pieds noirs, avec des appelés qui n'ont pas tout à fait non plus le même récit ou le même sentiment par rapport à ce passé. Donc vraiment, qu'est-ce que ça, à votre avis, qu'est-ce que ça fait, voilà, d'avoir une plateforme avec tous ces témoignages, ces mémoires très diverses de la guerre d'indépendance? Est-ce que pour vous c'est important qu'il y ait une telle diversité? Au contraire, parce qu'effectivement, il y a des sites avec les témoignages de réfractaires, des documentaires sur les mémoires des appelés. Ici, c'est vraiment les mémoires, voilà, très diverses, qui s'opposent aussi de la guerre d'indépendance. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que d'avoir votre témoignage à côté d'une autre personne qui a un tout autre point de vue? Est-ce que vous pensez que c'est important? Est-ce que c'est la réalité? Chacun avait, suivant ce que moi, par rapport à monsieur, et ainsi de suite, chacun a fait sa guerre, avait sa personnalité et a pris les responsabilités qui lui était incombé, qui lui incombait. Mais moi, je trouve que c'est très bien que ce soit un petit patchwork. Et est-ce que vous êtes allé voir des témoignages justement très différents sur le site? Oui, j'en ai vu quelques-uns, oui, bien sûr. Ils vous ont apporté Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a un témoignage que j'aurais aimé rencontrer dans ces rencontres, c'est les anciens de la FNACA, par exemple, qui se réunissent en tant qu'anciens combattants, parce que j'ai eu l'occasion de les rencontrer souvent. J'ai été correspondant de presse pendant 13 ans, et chaque fois que je leur ai posé des questions sur leur vécu en Algérie, sur ce qu'ils ont fait, c'était l'omerta totale, interdiction de parler de ce qu'ils ont fait en Algérie. Alors j'aimerais bien qu'il y en ait au moins un ou deux qui viennent nous dire, témoigner pourquoi il y a ce silence absolu de leur part. La FNACA, c'est la plus grosse organisation d'anciens combattants d'Algérie. Enfin, peu importe, mais je veux dire, on ne peut rien savoir de ce qu'ils ont vécu, rien du tout.
la métropole ne nous a jamais compris. D'abord, on a un raisonnement entre nous. On n'a pas compris que des gens qui nous ont jetés à la mer à coups de fusil se précipitent chez nous pour y vivre et profiter des allocations et tout. Immédiatement après la guerre. Hein. Donc, vous voyez, alors c'est pour ça que ça nous a cloué le bec. Et on en veut aux gouvernants de cette situation, parce que eux ici, c'était la métropole, donc ils considéraient l'Algérie comme un département, tandis que nous, on faisait la guerre et on ne considérait pas l'Algérie comme un département. Vous voyez ? Donc, voilà, c'est l'incompréhension avec la France métropolitaine. Alors, on a eu beaucoup de morts, et pour rien du tout, parce que je vous dis, après, ça s'est déséquilibré et on n'a pas compris. Il y aurait eu un délai de réflexion, mais tout de suite, les Algériens ont été là, alors on s'est dit, pourquoi on fait la guerre ? Parce qu'on savait inéluctablement, après l'Indochine, ça s'était passé comme ça, on ne voulait pas, nous, faire la guerre en Algérie, à cause de l'Indochine, parce qu'on savait que c'était irrémédiable qu'ils auraient l'indépendance, puisqu'on ne peut pas lutter contre Maquis. Il n'y a rien à faire, une armée régulière ne peut pas lutter contre Maquis. Donc, avec l'exemple de l'Indochine, alors on était toujours dans nos petits souliers en Algérie, parce qu'il fallait quand même tirer sur les autres et tout. Et voilà, moi ce que j'aurais aimé connaître, c'est un vrai combattant algérien, un félaga, quoi, qui a passé ses nuits dehors comme nous, à guetter le français, parce que celui-là, c'était un combattant. Tandis que ceux qui ont pris le pouvoir après, qui sont venus de Tunisie, ils n'ont jamais sali leur treillis. Avec Boumedienne, il a pris le pouvoir, et alors, ils n'ont pas été récompensés comme nous. On est dans le même bain, les félagas et nous. Voilà. Alors, l'histoire des combats en Algérie, il y avait le FLN et le MNA, tous les deux, c'était des concurrents sur place. Alors, quand un village, il avait accepté de recueillir des gens abriter des gens du MNA, le FLN les bousillait tous. Voilà. Alors, on arrivait, il y avait des morts partout, les enfants étaient morts. Voilà, alors, on a constaté que même en Algérie, il y avait des gens les uns contre les autres. Alors, c'était pas une guerre très propre. Alors, peut-être pour revenir sur justement, alors effectivement, de toute façon, il y a plein de récits sur la guerre. Donc l'idée, c'était vraiment de se centrer justement sur les mémoires, sur ce que ça fait aujourd'hui, sur le sens qu'on peut donner à des témoignages très variés, voilà, différents sur la guerre. Donc peut-être dans la salle. D'accord. Et puis après, on revient aux mémoires. Je me permets d'intervenir. Moi, je suis historien, donc je ne suis pas porteur de mémoire de la guerre d'Algérie. Je veux juste une précision sur la FNACA. Il y a deux organisations d'anciens combattants appelés en Algérie. Donc la FNACA, qui est largement majoritaire, qui n'est pas communiste, qui se définit comme républicaine, qui est plutôt de gauche, qui milite pour que le 19 mars soit la date de commémoration de l'Algérie, ce qui n'est pas le cas. Hein. Puis l'autre, c'est l'association, si ma mémoire est bonne, nationale des combattants. Il suffit d'aller voir sur Internet le site de l'une et de l'autre. Et l'autre, elle est plus franchement, pour un peu schématiser, à droite, etc. Alors la FNACA édite un journal que reçoivent tous les adhérents. Et j'ai eu l'occasion de le lire pour voir le contenu, etc. Éventuellement, j'ai eu la possibilité de faire un travail d'historien. Et à la fin de ce journal, il y a toujours 2 pages d'un appelé qui témoigne. Donc, je ne sais pas combien il y a d'adhérents à la FNACA, mais c'est en dizaines de milliers. Hein. Donc, il y a des dizaines de milliers de témoignages d'appelés dans le journal qui doit être mensuel de la FNACA. Alors, elle a beaucoup œuvré pour défendre les intérêts des anciens appelés en termes de pension, de décoration, etc. Voilà. Donc, il y a vraiment, par ce journal, des milliers, dizaines de milliers de témoignages.
qui disent les choses, hein, avec des regrets, un peu comme vous témoignez là, ils témoignent de la même manière. C'est pas du tout un discours officiel, c'est pas du tout un discours nostalgique, c'est même très critique souvent. Voilà. Gilles Boyer, historien, voilà, qui fait partie du comité scientifique. Est-ce que peut-être Arthur Grosjean, Madame Rambaud, vous souhaitez témoigner de cette expérience justement d'atelier en lycée, donc ce travail sur la mémoire, les mémoires avec les troisième, pardon. Oui, alors je repensais, quand on s'est revu avec Monsieur Montagne, ça y est, on a rebasculé dans ce moment que vous aviez vécu, qu'on a vécu ensemble. J'ai même retrouvé la date, c'était le 12 décembre 2014. Et c'est vrai que, donc avec Béatrice, on a fait plein d'autres témoignages. Et c'est vrai que chaque fois, on donnait l'impression au témoin qui arrivait, il arrivait comme ça, que rien n'avait été préparé. Or, quand même, il y avait quand même toute une préparation en amont. Alors, c'est vrai qu'en 2014, quand les élèves vous ont interrogé, la plateforme n'existait pas encore, puisqu'elle avait été inaugurée en 2016. Mais on avait déjà, donc depuis 2012, donc avec Béatrice, on s'était posé la question, on s'était rencontrés, et puis on s'était dit pourquoi pas on tournerait des petits films, etc. Alors, ce qui fait que les élèves qui ont interviewé M. Montagne, on n'avait pas fait le travail sur la plateforme encore, puisqu'à l'époque, elle n'existait pas. Mais il y avait un vrai travail. Hein. Ça veut dire qu'on faisait l'histoire de la guerre d'Algérie, et puis on partait beaucoup aussi de ces élèves, 3e, 4e génération. Avec qui est-ce qu'ils avaient envie de parler? Et vous vous rappelez, dans cette classe, on s'était aperçu qu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient des grands-pères qui avaient fait la guerre d'Algérie. Et en fait, c'est parti de là. Et c'est vrai que chaque fois, on partait vraiment de la classe. Alors, il y a eu parfois, on avait fait venir un pied noir. On avait fait venir aussi Madame Arcadjouge aussi. Donc vraiment, on a vraiment donné la place à toutes les paroles. Et tous ces enfants qui avaient eu un grand-père, ces grands-pères qui n'en parlaient pas, c'est ça en fait, je dirais, la force de ce témoignage, vraiment très émouvant, une force émotionnelle vraiment phénoménale, au point qu'à la fin, on avait la gorge nouée, on ne pouvait plus parler. Et vraiment, c'est cette place donnée à tous. Alors après, il y a eu la plateforme, ce qui fait qu'avec Béatrice, on pouvait les faire travailler à partir donc de la plateforme. Alors on refaisait le même travail historique et on leur demandait donc de naviguer d'une manière assez libre et de choisir aussi un témoignage qu'ils avaient envie de comprendre, d'analyser. Et donc il y avait vraiment cette liberté. Et je suis même retombée sur des travaux d'élèves qui avaient été réalisés et donc je leur demandais de choisir un témoignage qui les avait marqués et donc de leur demander pourquoi ce témoignage les a marqués, sur quelles sources ils ont pu travailler. Et en fait, en relisant tous leurs travaux, beaucoup disent ce qui fait la force de la plateforme, c'est sa richesse et sa variété des documents. C'est-à-dire, il y a des vidéos, c'est vrai qu'il y a du son, on peut revenir aussi à des définitions, il y a des mises au point historiques très précises. Et voilà, c'est vraiment cette variété-là. J'ai même retrouvé aussi des textes qui disent qu'ils trouvaient qu'elle était très très facile d'accès, on peut facilement naviguer. Ça aussi, ça fait une force. Et puis, j'ai même relu, il y a même des choses qui m'ont encore émue là. Je trouve cette plateforme utile car elle montre plusieurs témoignages selon différents points de vue, c'est-à-dire que personne n'a la même histoire. Ça, c'est quand même fort et important. Oui. J'aimerais vous lire vraiment des petites choses. Je me dis, mais quand même, ils ont 16-17 ans, mais finalement, ils disent plein de choses. Cette plateforme est très intéressante, mais également permet aux personnes qui souhaitent s'y intéresser ou avoir plus d'informations précises de la guerre, de retrouver des informations sous différentes formes, mais aussi des archives personnelles. C'est vrai, il y a des photos, il y a des lettres, des cartes d'identité modifiées même, ce qui permet de plus s'impliquer et d'entrer dans la vie personnelle des témoins. Cela nous fait entrer directement dans leur ressenti et leur passé. Nous nous sentons dans leur vie et nous pouvons nous mettre à la place de ces personnes. Je crois que surtout, en plus, on a des jeunes qui ont vraiment besoin de savoir des choses qu'ils ne savent pas. Puis, je crois essayer de se mettre à la place d'eux. Vous savez, je crois que c'est quand on se met à la place d'eux qu'on peut avoir un peu d'empathie pour les autres. Je pense aussi
je dirais au film aussi, à Cette guerre et nous, où j'avais demandé aussi aux élèves, à partir de ce film, d'écrire à partir d'un témoignage qu'ils avaient entendu. Et je repense à Marie-Thérèse Paulette aussi, qui avait tellement touché les élèves par ce témoignage. Et je me rappelle encore d'avoir lu ici une jeune fille qui disait mais comment une femme comme ça a pu vouer sa vie à une cause qui pourtant lui était étrangère. Une élève aussi qui avait été vraiment touchée aussi par Nicole Cadieux aussi, qui avait été donc en prison parce qu'elle avait pris la défense aussi de l'indépendance. Mais je me dis, mais c'est incroyable ce qu'il y a. Même moi, j'ai beaucoup d'émotions quand je relis tout ça. Et je pourrais même vous en lire, mais vraiment des tas. Ah oui, aussi, Georgette Saïd, aussi, ça l'avait beaucoup ému. Une jeune fille qui dit, mais être française, épouser un Algérien et être partagée comme ça entre la France et l'Algérie et continuer à vivre cet amour... Ça, je crois qu'on a vraiment, on a plein d'exemples qui finalement nous permettent de dénoncer la guerre et de se dire que finalement, voilà, ça détruit des vies, ça détruit plein de choses, surtout pour des jeunes qui ne l'ont jamais vécu et auxquels nous ne le souhaitons pas. Voilà. Je peux que confirmer ce que tu dis. Les rencontres avec les témoins ont été des moments, je pense, extrêmement enrichissants pour les élèves qui avaient travaillé en amont, qui avaient construit des questions, qui avaient aussi... qui se posaient beaucoup de questions par rapport à l'expérience des témoins. Donc, j'ai travaillé avec une classe, avec M. Goutenoir et avec d'autres témoins. Une année, par exemple, les élèves avaient souhaité rencontrer un ou une enfant qui avait vécu la guerre. Et c'est une dame qui s'appelle Annie Munier qui est venue, qui avait 8 ans au moment de la guerre d'indépendance et qui nous expliquait l'expérience qu'elle avait eue de la guerre en tant qu'enfant de métropolitain, de pieds noirs d'ailleurs, installé en Algérie, puis rapatrié, qui nous avait expliqué aussi l'oubli volontaire qu'elle avait eu de cette enfance en Algérie pour pouvoir avancer, se construire, avoir une jeunesse, le retour qu'elle faisait plus tard. Et ça avait été extrêmement enrichissant pour les élèves de rencontrer ces témoins qui pendant leur période adulte, pendant qu'ils étaient travailleurs, travailleuses, avaient mis ce passé algérien de côté, qu'ils soient appelés, qu'ils soient enfants comme Annie Munier ou autres, et puis qui décidaient de témoigner à un âge où ces souvenirs prenaient plus d'importance et où ils désiraient transmettre. Les élèves avaient été aussi extrêmement impressionnés et fiers de pouvoir faire remonter des souvenirs à la surface et d'être face à des personnes qui leur communiquaient, qui leur parlaient d'événements dont ils n'avaient encore jamais fait part à personne. Et de pouvoir se mettre ainsi un peu à la place d'historiens ou à la place de personnes qui sont des professionnels de la parole, du recueil de témoignages. Et puis la plateforme, par ailleurs, mais après ça c'est nos cuisines de professeurs, mais peut être utilisée avec d'autres élèves pour construire des connaissances, pour construire un récit de la guerre qui est un récit par le bas, qui sort du récit par le haut, où on dit 1er novembre 1954, etc. On a des jalons de grands événements qui sont soit des événements politiques, soit des événements militaires. Et ça leur permet de prendre conscience de ce que c'est que l'ampleur d'un conflit qui implique toute une société. Ce que c'est qu'un pays en guerre, même quand la guerre soit proche quand elle se déroule en Algérie, que la guerre soit plus lointaine quand elle se déroule en France. Mais ces témoignages ont été, je pense, très utiles pour que des jeunes gens qui sont épargnés par la guerre
puissent mieux se rendre compte ce que c'est qu'une guerre, et puis en sortant aussi de récits auxquels ils sont plus familiarisés, comme la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, se rendre compte que la guerre d'Algérie, c'était il n'y a pas longtemps, et que c'était une guerre qui prenait une autre forme, et que c'est une guerre qui sort aussi des commémorations habituelles, disons. Donc c'est un travail qui a tellement marqué les élèves que certains que je croise de temps à autre et qui ont fait ces rencontres il y a 5 ou 6 ans m'en reparlent. Donc je pense que ça a été fécond. Oui, puis c'est vrai que de la part des jeunes, il y a quand même une fraîcheur, et puis il y avait toujours une décence aussi lors de la rencontre. C'est-à-dire, vous le disiez, c'est pas évident de faire cheminer quelqu'un qui vient et qui n'en a peut-être même jamais parlé à sa famille et qui n'en a pas reparlé aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est cette rencontre entre ces générations où finalement les jeunes sont tout à fait matures pour faire cheminer le témoin comme ça, doucement, sans trop le brusquer, pour arriver à ce qu'il arrive à livrer des choses. Et puis, donner la place, je pense que c'est la force de la plateforme, c'est donner la place aux anonymes. Voilà, c'est pas l'histoire des grands personnages, parce que souvent les jeunes, ils veulent entendre du vrai. Et parfois le vrai, il vient des gens comme vous et moi. Oui. Mon expérience me dit que me fait constater que j'ai été frappé toutes les fois que je suis intervenu, notamment à Saint-Symphorien-sur-Coise, où sur la peur, il y avait, c'est trop long à expliquer, mais les enfants étaient dispersés dans 3 groupes. Dans le premier groupe, c'était toujours sur la peur, mais c'était du théâtre. Eh bien, ils ont fait le bazar et ils ont empêché de finir la pièce. Il y a 2-3 gosses qui ont été sortis de force parce qu'ils ont cassé le théâtre. Ils n'ont pas pu finir. Et c'était une des premières fois où je parlais, moi. Et j'étais avec un autre ancien d'Algérie que je ne connaissais pas, du même pays, mais, enfin un peu plus loin, mais je ne le connaissais pas. Et avant que l'on parle, ils ont compté les enfants qui devaient être là, cette fois. Il en manquait 2, c'était les 2 terribles qui avaient cassé le théâtre. Ils les ont amenés manu militari. Ils n'ont pas voulu s'asseoir sur les bancs, ils se sont couchés par terre. Moi, je n'avais jamais parlé, ou à peine en public. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça va faire? On s'est mis à raconter notre histoire. Ces 2 jeunes, ces 2 gosses-là, ils n'ont pas dit un mot. Ils ont scotché. Ils n'ont pas fait de bruit, ils nous ont écoutés. Alors j'ai dit, mais on a un pouvoir, c'est pas possible. Et j'ai eu une autre expérience où donc j'ai perdu le fil. Je ne me rappelle plus. Mais enfin, j'ai trouvé extraordinaire que des jeunes, parce qu'on leur parle vrai, ça marche. Je voudrais dire, si je prends trop la parole, vous le dites, c'est un monsieur qui voudrait... Non, c'est vous qui vouliez voir un véritable Félaga. C'est vous? J'aurais aimé connaître un vrai Félaga. Moi, j'en connais un avec qui je corresponds. On aurait discuté de ça. Oui, on peut discuter. C'est des amis qui nous ont fait rencontrer. Et la première fois que nos amis nous ont fait rencontrer, de voir un ennemi face à face comme ça, on a mangé ensemble. Mais alors c'est très intéressant de voir son comportement. Il écrit des livres et c'est très intéressant de voir ce qu'il dit. Une autre face. Comme quoi, de tout mélanger, ça apporte toujours du bon. C'est très regrettable, justement, que l'Algérie n'ait pas joué le tourisme
Parce que là, on aurait été des milliers à aller visiter les coins qu'on a connus. Et c'est regrettable pour eux, parce que les deux pays, les Maroc et Tunisie, ils ont été plus malins et finalement, ils s'en sortent mieux, quoi. Je ne sais pas si c'est une histoire de malice. Oui. Ceci dit, vous pouvez aller aussi en Algérie. Alors peut-être. L'Algérie mérite d'être connue au point de vue tourisme, parce qu'il y a des rues de Rouen, il y a tout ce qu'il faut pour le tourisme. Alors peut-être des réactions dans la salle sur la question donc de ces mémoires et de la. Pouvez-vous présenter? Ilgour Hari Mokhtar, mais dans mon intervention, je vais donner pourquoi j'interviens et vous allez comprendre. Je suis natif d'un village qui est rentré dans l'histoire par un bombardement le 8 février 1958. J'avais 8 ans. Ce village s'appelle Sakiet Sidi Youssef. C'est à la frontière entre l'Algérie et la Tunisie. Donc la partie qui était bombardée se trouvait en Tunisie. J'avais 8 ans, donc je me souviens très bien, je suis un rescapé de d'ailleurs, après ça, donc, la Tunisie a porté plainte à l'ONU et il y a eu la reconstruction du village. Et à partir de là aussi, on a été sensibilisé par la guerre que menait l'armée des frontières à cette époque, qui était presque dans mon village aux environs, et qui attaquait et qui harcelait les Français, les derniers qui étaient de l'autre côté de la frontière. Je ne sais pas si je suis clair. Alors, donc j'ai vécu de manière indirecte la guerre d'Algérie, puisque ma mère est algérienne du côté algérien, mon père est tunisien côté tunisien. Mais le même village s'appelle Sakiet Sidi Youssef. Jean-Luc Godard a fait d'ailleurs un film là-dessus qui s'appelait Le Petit Soldat, si certains ont de la mémoire. Alors, quand j'entends les récits comme ça, je pense à notre ami Gilbert Ménélien, qui a disparu il y a 2 ans. Et à chaque fois que je l'entendais parler de l'Algérie, je me dis, comment faire de ces mémoires, de ce patchwork de mémoires individuelles des fois, à côté de l'histoire officielle? Pourquoi les Allemands et les Français sont arrivés à écrire leur histoire presque commune? Et on écrit, il y a des manuels d'un côté et de l'autre, et on essaye d'expliquer pourquoi ça coince entre l'Algérie et la France. Est-ce qu'on va arriver un jour à avoir une histoire écrite par des historiens français et des historiens algériens? Et les deux ont fait cette histoire pour atténuer un peu cette période qui est jusqu'à maintenant. Il y a une blessure profonde chez les Algériens. Il y a une douleur qui s'est transmise à travers les générations. Et ce qu'on vit des fois aujourd'hui, ce n'est qu'une transmission d'une blessure énorme. Et cette blessure, elle continue. Par ailleurs, donc, une autre réflexion, parce que je m'intéresse au cinéma et je fais la promotion du cinéma du Maghreb. Et à travers le cinéma, il y a peu de films qui sont réalisés et produits. Si on compare, par exemple, les États-Unis par rapport au Vietnam, à l'Indochine et à la Corée, il y a énormément de films. Et les Américains continuent encore à faire ils revoient leur histoire à travers le cinéma. Ce n'est pas le cas entre la France et l'Algérie. Il y a certes quelques films, mais ce n'est pas assez. Donc, à travers le cinéma, il y a quelques tentatives. L'année dernière, on avait projeté un film qui s'appelait « Sur les traces des camps de concentration ». Des camps de regroupement, les appelés, de concentration. Vous voyez, lapsus par un Algérien. Et c'était documenté, c'est extraordinaire. Je veux dire, à travers le cinéma, il y a un film que nous allons bientôt programmer dans l'agglomération lyonnaise qui s'appelle « La bataille d'Alger »,
un film dans l'histoire. Parce que ce n'est pas la bataille d'Alger, mais une réflexion sur la bataille d'Alger, puisque ce film est devenu une référence historique dans l'histoire de l'Algérie. Vous connaissez donc l'occupation. Voici des réflexions que je livre comme ça, à voix haute, d'après tous ces témoignages qui sont émouvants les uns comme les autres. Moi, j'ai aussi des amis, j'ai un cousin qui était pilote de guerre en Algérie, formé après évidemment, et qui a une vision quand il me parle de la guerre d'Algérie. Pour vous dire, on se bagarre à chaque fois parce qu'il a la vision du FLN, du militaire, l'Algérie, etc. Il a une haine énorme. Alors, comment faire encore? Parce qu'il faut quand même arriver un jour à concilier les deux histoires pour en faire une. Bonsoir, je suis Marie-Claude Jeune, je m'intéresse à toutes ces questions et je suis très heureuse d'être ici ce soir. Et je remercie beaucoup Grand Ensemble d'avoir mis en place cette mémoire. Je pense que c'est vraiment fondamental pour essayer d'apaiser une situation qui est encore très douloureuse. Je voulais simplement, pour répondre à monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, pardon. El Gourari Mokhtar, professeur de cinéma audiovisuel, je m'intéresse au cinéma du Maghreb. D'accord. Alors, moi, je suis... j'habite entre Lyon et Dieu-le-Fit. Dieu-le-Fit, qui est un village de Juste, qui a beaucoup accueilli d'enfants juifs pendant la guerre. Et une association s'est constituée il y a maintenant une dizaine d'années, qui s'appelle Patrimoine, Mémoire, Histoire, et qui travaille beaucoup sur, justement, les mémoires. Et il y a eu des mémoires au moment de la Grande Guerre, enfin du centenaire de la Grande Guerre. Il y a eu des mémoires entre 1939 et 1945, puisque Dieu-le-Fit est un village de Juste qui a accueilli beaucoup d'enfants. Et cette association a mis en place chaque année un micro-festival de films qui est consacré chaque fois à des sujets importants qui permettent de travailler justement sur la mémoire. Demain, commence à Dieu-le-Fit un festival qui est consacré à la guerre d'Algérie, moi je dis plutôt la guerre d'indépendance, comme vous dites aussi, et qui s'appelle Mémoire plurielle. Et pendant 3 jours, il va y avoir présentation et d'un documentaire et d'une fiction, parlant effectivement des mémoires d'Algériens, parlant de mémoires de Français en Algérie, pardon, et des mémoires croisées. Donc voilà, je voulais le signaler parce que ça répond un petit peu à ce que vient de dire monsieur. Par ailleurs, il y a eu quand même, enfin j'ai vu la semaine dernière sur Arte une série de documentaires qui étaient des témoignages qui rejoignent totalement vos témoignages sur les appelés en Algérie, qui sont partis avec une sorte de frénésie d'aller faire la guerre, etc., et qui en sont revenus terriblement meurtris. Voilà. Donc, il y a en ce moment beaucoup de témoignages, d'émissions, bon, peut-être aussi parce que c'est un cinquantenaire de la guerre, hein, c'est ça. Enfin, oui, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de mémoire et de volonté de convergence de ces mémoires qui sont tellement différentes et tellement plurielles que c'est... Enfin, je trouve qu'il y a un mouvement auquel vous participez magnifiquement, et le témoignage de madame et de monsieur par rapport aux jeunes qui ont participé à ces entretiens, c'est formidable, enfin, ce qu'a dit monsieur sur le fait qu'ils prennent conscience de ce qu'est la guerre, alors qu'on a dans le monde tellement de guerres en ce moment terribles. Voilà, je pense que c'est un travail magnifique et je voulais vraiment le saluer. Bon, je pourrais dire encore pas mal de choses parce que, mais, voilà. Non, il y a un film mais qui est vu du côté algérien que j'ai beaucoup apprécié. Et je crois qu'il est sorti en salle depuis le mois de mars, mais je l'avais vu dans un collectif de documentaires qui s'appelle Tes cheveux démêlés cachent une guerre de 7 ans, qui a été réalisé par Fatima Sissani et qui est un film magnifique, le témoignage de 3 femmes
qui avaient des horizons différents, qui habitaient en Algérie et qui sont rentrés dans le FLN, alors que l'une était algérienne, mais pas l'autre. Et c'est un très, très beau film. Voilà. C'était un petit peu des témoignages un peu en désordre. Je crois qu'il est sorti en salle. Moi, je l'ai vu, il était dans un festival de cinéma documentaire. Il s'appelle 7 ans, tes cheveux démêlés cachent une guerre de 7 ans. Et il est sorti en salle en mars dernier et il s'appelle Les Résistantes. Et c'est l'histoire de 3 femmes qui sont interviewées, dont une, Evelyne, qui a été une militante extrêmement engagée, qui avait 85 ans quand le film a été réalisé, qui est morte pendant le tournage, et il a été achevé, complété par 2 entretiens aussi qui sont vraiment très beaux. J'ai le micro, donc si je puis me permettre juste de rebondir sur ce qui a été dit. Je pense pas qu'il y ait une histoire officielle. Je pense que ces mémoires, ces récits alimentent l'histoire tout court, telle qu'elle se fait au quotidien, par les historiens, par les historiennes, relayées professeurs d'histoire dans les établissements scolaires. Je pense que l'histoire, c'est ça. Il n'y a pas d'histoire officielle, officieuse. Cette histoire se nourrit de ces récits. Ça fait quand même de longues années maintenant qu'on travaille sur une histoire par en bas ou au ras du sol, à partir justement des expériences singulière. La plateforme, elle est beaucoup utilisée ici, mais elle est aussi utilisée et consultée en Algérie. Donc voilà, l'histoire, elle avance. Alors effectivement, il n'y a pas encore un manuel pour de franco-algérien avec une histoire commune, mais ça veut. Voilà, il n'y a pas d'histoire officielle. L'histoire, elle avance. Et effectivement, il y a énormément de choses. Et si tous ces documentaires peuvent aussi se faire, c'est aussi parce que l'histoire a beaucoup travaillé, depuis maintenant quelques décennies aussi sur la question. Monsieur Goutte-Noir, vous vouliez réagir ? L'historique est une chose terrible. Je parle à notre historien, là, parce que on a utilisé les gens de ce pays pendant les 2 guerres qu'on a eues, c'est-à-dire le 14-18 et 39-45. On a fait un paquet de morts chez eux. Donc il y avait une espèce de haine. Moi, j'ai rencontré un jour un Algérien qui sortait de sa maison et il avait un placard de médailles sur la poitrine. Il avait fait la guerre de 14. Donc, et j'ai vu aussi des combattants qui arrivaient d'Indochine. Donc il y avait une espèce de haine contre ce qu'on avait pu faire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur ces mémoires aujourd'hui, justement, les échos aussi de ce travail qui peut aussi être fait ailleurs, dans d'autres contextes. Je voudrais rétablir un petit peu, parce que chaque fois qu'un ancien militaire parle à la télé ou à la radio, il parle que du questionnement à la GGN et tout, alors que nous, demander à n'importe quel militaire, il ne connaît pas ça. Ils ont connu ça à Alger, parce qu'il y avait des bombes, donc il fallait questionner les types. Mais nous, on n'a jamais connu du questionnement avec des moyens aussi durs. Vous voyez, ça rétablit un peu la situation, parce qu'on n'a quand même pas passé notre temps à questionner les gens comme ça. Voilà. Moi, il me semble que, d'après ce que j'ai pu entendre, c'est qu'il y avait des sections spécialement dans le renseignement qui étaient chargées de ces hommes-là, mais pas uniquement à Alger. Et moi, d'après ce que j'ai entendu dire, c'est que ça s'est fait partout. Et oui, peut-être bien, on vous protégeait de ça, de ne pas trop que ça se sache. Et... C'est vrai que là, on n'est pas trop pour refaire l'histoire, faire l'histoire. Là, c'est plutôt essayer de réfléchir un petit peu sur ces mémoires. Comment ?
sur la transmission, donc je pense que les témoignages de nos deux profs sont très intéressants. Puis vous avez, en fait, vous avez toutes et tous témoigné dans des classes. Et est-ce que vous avez envie de poursuivre? Comment vous envisagez maintenant? Alors, je sais qu'Arthur, voilà, tu fais une pause par rapport à ça, mais comment ça peut s'intégrer à plus long terme, ce travail justement avec des témoins, pour que cette mémoire elle continue à se transmettre. Nous, on est dans Grand Ensemble, un peu, on se questionne sur la pérennité aussi de cet outil, parce qu'à un moment donné, il faut continuer à pas l'alimenter, parce qu'on estime que la plateforme, elle est terminée. En revanche, il faut qu'il y ait quelqu'un qui héberge, il faut continuer à payer pour l'hébergement. Et puis avec les évolutions technologiques, on ne sait pas si dans 10 ans, on pourra toujours la consulter tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment une question qu'on se pose de la pérennité de ce processus aussi de transmission. Voilà, on voulait aussi avoir votre sentiment là-dessus. Oui, moi je pense que c'est très très important la transmission, parce qu'en fait, moi j'avais un frère qui était à la guerre d'Algérie, et mes neveux, qui ont maintenant 50 ans et 45 ans, ils ne sont au courant de rien. Et la génération d'après non plus. Donc je pense que c'est très 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 important. Mon frère a disparu en 81, il en a parlé juste à sa femme, mais sa femme n'ose même pas en parler à ses enfants. Donc je pense que c'est très très important de transmettre tout ça. Aux jeunes ou à moins jeunes, mais il faut vraiment en parler, quoi. Donc il faut proposer à vos neveux de regarder, d'aller sur la plateforme. Mais c'est vraiment, je pense que dans beaucoup de familles françaises, c'est un peu comme ça. Dans beaucoup de familles françaises, c'est un peu comme ça. Et c'est comme vous disiez aussi tout à l'heure, pourquoi on ne fait pas... C'est une telle comment dirais-je, entre la France et l'Algérie, c'est tellement passionnel que c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'y arrive pas. Oui, moi j'aurais deux choses à dire. J'ai un écho par rapport au travail que vous avez fait avec des scolaires. Je suis sur Saint-Étienne et j'ai assisté à une projection d'un travail qui a été fait dans une classe par un professeur d'histoire et de géographie avec des premières à Firminy. Et c'était un travail sur toute l'année. Et ça a été très intéressant, tout le cheminement qu'il a fait. Au tout début, il a demandé à la première séance là-dessus, c'est que les élèves écrivent tous qu'est-ce qu'ils connaissaient de l'Algérie. Effectivement, peut-être où ça se trouve, ou la guerre d'Algérie, est-ce qu'ils connaissaient, ça leur disait quelque chose. Certains ne savaient même pas. Et alors qu'à Firminy et toute la région stéphanoise, il y a une population immigrée d'origine algérienne importante. Par la suite, ils ont été aux archives municipales et ils ont découvert des documents qui concernaient les mouvements pour l'Algérie et localement, qu'est-ce qui se passait, qui était là, qui a fait quoi, etc. Et puis, beaucoup plus tard, on leur a demandé de demander dans leur famille. On n'a pas fait venir dans la classe, mais c'est chacun des élèves qui devait aller aux informations dans leur famille. Et c'était effectivement leurs grands-parents qui n'en avaient jamais parlé, au-delà des parents qui passaient au travers, et par les petits-enfants, ça pouvait se dire. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, et c'est l'école qui permet ça, c'est qu'à l'école, il y a de toutes origines.
Il y a des Français, il y a des Algériens, il y en a d'autres. Il y a aussi de toutes origines au niveau politique, toutes appartenances, religions, etc. Et que là, c'était filmé à chaque fois, quand les élèves, face à la caméra, racontaient ce qu'ils avaient trouvé, ce qu'ils avaient recherché, puis ils étaient en groupe aussi, etc. C'était vraiment, j'ai trouvé un travail remarquable dans ce sens-là. Et je me disais que c'est l'école peut réaliser ça, c'est qu'entre les élèves de différents bords, alors qu'au niveau adulte, peut-être qu'on va retrouver que les gens qui sont de notre bord, de notre même mode de pensée, etc., mais que c'est là que ça peut faire évoluer des mentalités, en tout cas, et qu'il faut pour ça sûrement au moins 2-3 générations, il faut largement ça. Voilà, on peut espérer ça. Il y a autre chose que je voudrais dire, on n'a pas du tout évoqué avant la guerre d'Algérie, mais qui a amené quand même la guerre, c'est un peu toute l'histoire de la colonisation. Et je crois qu'il faut remonter à ça. Sinon, on ne peut rien faire de réconcilier si l'histoire, on la fait remonter qu'à la guerre d'Algérie. Parce que la guerre d'Algérie, pourquoi elle s'est passée ? C'est 130 ans auparavant. Et moi, je fais partie d'un groupe de lecteurs publics et on avait le projet de faire une lecture. On n'a dit pas la guerre d'Algérie, c'est trop chaud, c'est trop difficile. Et nous, on n'est pas prêt à animer des débats, etc. Mais du coup, on s'est donné comme projet, c'est de nous intéresser à la colonisation. Donc 1830 jusqu'à 1945, les événements de Sétif. Et du coup, ça fait 6 mois à peu près qu'on est dans la recherche de documents et on apprend des choses. Parce que si certains ne savaient pas ce que c'était que la guerre d'Algérie, mais on ne sait pas en France, les Français, et là, on découvre des choses effarantes, abominables. Il n'y a que ça qui peut permettre de comprendre les choses. Et là, j'ai un livre que j'ai apporté, mais j'en ai beaucoup d'autres. Celui-là qui est de Gilles Manseron, qui est connu pour ses positions, Marianne et les colonies. Alors il y a les autres colonies, mais aussi la colonisation française. Et en tout cas, moi, je m'intéresse au début de 1830, 1850 et un peu au-delà. On s'est réparti les choses. Mais à ce moment-là, il y avait encore l'esclavage aussi. Je pense qu'il y a des liens dans les pensées de l'époque. Et en tout cas, il y a eu différents courants en France et au niveau des parlementaires, etc. Ceux qui mettaient en avant, on a eu la... on a eu la... C'est pas... Mais c'est la mémoire, ça. Il faut revenir à ça. Il faut revenir à ça. Qui est effectivement énormément travaillé par les historiens aussi depuis déjà maintenant pas mal de temps. Et c'est vrai que les témoignages sur la guerre d'indépendance nous renvoient bien évidemment tout à fait sur la colonisation. Mais je dis, il faut y remonter, il faut aller chercher là. Est-ce qu'il y a d'autres interventions Ce travail que vous avez commencé, vous avez dit que la plateforme c'était fini. Et bon, on peut penser que c'est dommage. On n'avait pas réussi à faire une plateforme qui puisse recueillir d'autres témoignages. Enfin, que ça lance le désir, mais c'est énorme, j'imagine. Je peux répondre. Alors, il faut voir que cette plateforme, ça a été un très gros travail. Là, on voit voilà, une page, on rentre dans des parcours biographiques, il y a des notices historiques. C'est 10 ans, en gros, de travail pour lesquels une association a besoin de financement, bien évidemment. Donc, voilà, il y a aussi une forme de... d'usure, pas toujours d'intérêt pour le sujet, mais voilà, on a estimé que cette plateforme restituait un ensemble de témoignages et de récits qui étaient très variés. Il y a un moment donné, on s'est dit, il faudrait, effectivement, élargir. Il y avait des populations qu'on n'avait pas encore. Donc là, on arrive un petit peu à, je vais laisser peut-être Béatrice.
C'est vrai qu'au départ, on avait travaillé plutôt sur les... On est parti des solidarités entre les Algériens et les Français. Donc il y avait un groupe un peu particulier. Puis on s'est dit qu'il fallait arriver à quelque chose de plus large, plus exhaustif. Donc on a élargi, jusqu'à ce qu'il nous manque vraiment les témoignages des harkis. Voilà. Et donc on a fait un travail spécifique pour qu'il y ait aussi ces paroles-là. Puisque l'idée, c'était que n'importe qui puisse retrouver une image de son histoire familiale sur cette plateforme. On a aussi complété avec les juifs algériens, les juifs d'Algérie, parce que vraiment, il semblait qu'il manquait, que tout le monde n'allait pas s'y retrouver. Donc, à partir de maintenant, et puis, donc c'est vrai qu'on peut dire qu'elle est complète à ce titre-là. Mais ça n'empêche pas, c'est ça que je mets un petit bémol, c'est-à-dire qu'effectivement, au fil de rencontres, au gré de rencontres, moi, si je tombe sur quelqu'un qui veut témoigner, qui a quelque chose de très, très vif à partager, je me sens en capacité de poursuivre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas de travail systématique, soutenu, etc. Maintenant, on va travailler de manière plus légère, plus libre, plus militante. Mais il y a donc un problème. Donc, on n'est pas soutenu pour, par exemple, mener un travail de terrain. Donc, on n'a plus du tout de moyens. Et comme disait Marianne, pour qu'elle reste simplement connectée, eh bien, il faut payer des fournisseurs d'accès. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'y connaisse, qui ait un webmaster qui puisse adapter. En fait, on est très dépendant de la technique, c'est-à-dire des plateformes qui vont changer, etc. Comme quand vous avez un Windows 7, là, vous allez être obligé de racheter un ordi. Ben là, c'est pareil, il faut toujours réadapter. Donc, se pose vraiment la question de trouver un minimum de moyens pour que cette plateforme puisse rester disponible. Et peut-être, donc, on cherche des pistes pour qu'elle soit archivée. Et pour le moment, on a discuté avec Paul Devetla aujourd'hui, une archiviste qui est responsable, de l'association, qui est présidente des archivistes de l'association des archivistes de France et qui nous a informé qu'il commençait à y avoir à la BNF des archivages de sites, mais à un temps donné, c'est-à-dire qu'on peut archiver, mettons, la plateforme de Grand Ensemble à telle date, avec tous les liens. Ce serait une manière de préserver. C'est pas sûr que ce soit en accès libre, ce sera plutôt pour des chercheurs, des gens qui iraient à la BNF. Aujourd'hui, on cherche une institution qui pourrait prendre la plateforme pour qu'elle reste vivante, c'est-à-dire avec les liens qu'elle crée. Parce qu'en fait, maintenant, chaque mois, il y a entre 250 et 300 personnes qui viennent, des nouvelles utilisateurs, utilisatrices. On ne sait pas. Donc, tant qu'elle amène toujours des nouvelles connexions, donc ça vaut le coup de la laisser en ligne. Voilà. Donc, voilà. Alors, c'était... Oui, c'est-à-dire que des gens qui cherchent à s'informer, qui commencent à être sensibilisés, puissent trouver le chemin dans la jungle d'Internet. Donc, pour ça, il faut qu'elle soit réactualisée, un peu vue. Donc, c'est vrai que, moi, comme je traîne un peu mes oreilles un peu partout, si j'entends, là, j'ai entendu encore des histoires qui me semblent intéressantes. Il y en aura peut-être un de temps en temps, mais de manière plus militante, plus légère. Voilà. Et donc, c'était un peu l'objet aussi de cette réunion, de faire le point. Donc, on va peut-être lancer comment on appelle ça, un crowdfunding, une collecte en ligne pour recueillir le minimum de fonds qui permettrait simplement, tous les ans, de payer les fournisseurs d'accès. Donc, vous verrez, d'ailleurs dès aujourd'hui, si vous voulez faire un don, ce sera bien. Participer à ce festival à Dieulefit. Oui. Et je signalerai votre site. Très bien. Je pense qu'il y a plein de gens qui seront intéressés. Voilà, et c'est comme ça que les choses continuent à vivre, et puis qu'on trouvera peut-être de nouveaux témoins. Voilà. Par contre, c'est vrai, ce qu'on a arrêté, c'est les ateliers dans les lycées avec une logistique assez compliquée. C'était assez
acrobatique de travailler dans les lycées. Donc merci aux enseignants qui ont les fidèles. Alors Madame Rambaud, c'est vrai que on a construit pratiquement le dispositif ensemble puisqu'elle est venue à une expo en 2012 et on a fait une première rencontre sans qu'elle soit filmée. Donc il y avait Monsieur Boursier et qui a parlé à des élèves. Et quand j'ai vu ce qui s'était passé, c'est-à-dire à la fois ces monsieur toujours au bord des larmes et les enfants dans le même état, on a vu ça, on s'est dit mais il y a vraiment il y a quelque chose, il y a une connexion qui se passe entre ces anciens et les petits-enfants qui est tellement forte qu'il y a vraiment matière à creuser. Donc on a inventé et ensuite la première c'était pas Monsieur Montagne, oui c'était oui. Ensuite on a mis au point le dispositif et puis d'autres écoles ont pu en profiter et voilà. Donc merci à vous et à Arthur aussi et merci aux témoins évidemment de tous ces partages. Voilà, mais donc je pense que on va pouvoir rendre la salle. Et merci à vous tous d'être venus.